Je vais présenter pendant 10 minutes quelques réflexions qui sont effectivement liées à l'approche philosophique. La raison se rebelle en constatant que le droit positif bafoue le principe de non-contradiction énoncé par Aristote, selon lequel il est impossible de poser ensemble A et non-A dans la même proposition. Définir les animaux comme des choses ou des biens et les traiter comme tels est le fruit d'une décision et non d'une quelconque ignorance de ce que sont les animaux. Définir les animaux par leur sensibilité, au sens de la sentience, puisque nous avons évoqué ce néologisme, afin de les distinguer des biens ou des choses et continuer de les soumettre à leur régime, est une contradiction. Une contradiction qui énonce le mal qu'elle fait et l'entérine. Ainsi que l'ont noté plusieurs juristes ou philosophes du droit, la scène du droit n'a pas grand-chose à voir avec la scène de la nature. Le droit est la création d'un champ autonome qui rompt notamment avec les exigences philosophiques. Il produit et se nourrit de fiction, il est l'espace du comme si. Par exemple, faisons comme si les animaux étaient des choses. Mais la fiction juridique n'est pas rhétorique. Elle se mue en réalité. Ce qu'énonce le droit positif est performatif. L'énonciation entraîne ipso facto l'action. Soucieuse du fondement des décisions prises par le législateur, la raison s'interroge sur la toute-puissance du droit qui fait plier le réel et contraint certaines de ses parties à entrer dans des catégories qui les brisent. Le cas des animaux est à cet égard exemplaire. Soumis au régime des choses, ils deviennent, dans le monde réel, des choses, et plus précisément des biens consomptibles, c'est-à-dire dont l'usage implique la destruction. Loin d'avoir émancipé les animaux de certains usages violents ou létaux, les progrès techniques et scientifiques ont au contraire intensifié, diversifié et décuplé ces usages. La lecture de la législation portant sur les animaux pousse au constat troublant que nous préférons les animaux morts plutôt que vivants. En effet, les réglementations encadrent et légalisent la mise à mort de millions d'entre eux dans les abattoirs, les laboratoires, dans les campagnes, les forêts ou dans les eaux. EAUX. Pourquoi tenons-nous tant à notre droit de tuer les animaux ? Qu'est-ce qui se joue dans cette répétition indéfinie et qui s'amplifie ? Nonobstant, le législateur définit les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Il affirme ainsi qu'ils sont les sujets d'une vie de conscience. La directive de 2010 sur l'expérimentation rappelle que les animaux ressentent la douleur, la souffrance et l'angoisse, et qu'ils ont, je cite le paragraphe 12, une valeur intrinsèque qui doit être respectée. Selon une solide tradition philosophique, la sensibilité constitue le critère nécessaire et suffisant à la reconnaissance de droits forts. La sensibilité oblige. Elle est ce que la philosophie nomme un critère moralement pertinent. Il semble, écrit Jean-Jacques Rousseau, que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible, qualité qui, étant commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraité inutilement par l'autre. Il s'agit de la préface au second discours. Pourtant, la perspective d'inclure les animaux dans le cercle des personnes suscite souvent une réticence, probablement parce que le langage courant assimile personne et être humain. Mais l'histoire de la notion de personne nous apprend que les entités qu'elle désigne sont aussi multiples que diverses. Certaines définitions de la personne sont de nature psychologique, par exemple le sentiment d'une identité qui persiste au fil des expériences. La théologie chrétienne parle de Dieu en 3 personnes. Pour le christianisme, comme pour l'humanisme métaphysique, l'être humain est lui seul jouit de l'éminente dignité de la personne. Pour les kantiens, en revanche,
l'être humain et la personne ne coïncident pas. Selon l'un d'entre eux, Hugo Tristram Engelhardt, les êtres humains qui ne sont pas encore ou plus des personnes, qui ne sont pas ou plus des agents moraux, des individus autonomes, conscients d'être les acteurs de leurs actes, sont certes, je cite cet auteur, des membres de l'espèce humaine, mais ils n'ont pas, en eux-mêmes et par eux-mêmes, de statut au sein de la communauté morale. Aussi est-ce sur la base de l'utilité sociale que l'on traitera ces individus comme s'ils étaient des personnes. Fin de citation. Se dessine donc alors une définition prescriptive de la personne. On décrit un individu, mais on le déclare être une personne. Le droit décide de lui attribuer une valeur morale qui impose de le traiter comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Le droit romain classait les esclaves parmi les biens, tout en sachant qu'ils étaient en vérité des hommes identiques à ceux qui étaient rangés parmi les personnes. La qualité de personne, qu'elle soit offerte ou refusée, n'a, on le voit, pas grand-chose à faire avec des critères de validation. Le législateur peut décider, peut déclarer qu'un homme est un bien ou qu'un embryon est une personne. L'octroi de la qualité de personne ne répond pas d'abord à un ensemble de critères positifs, descriptifs. Mais le souci philosophique du fondement conduit à ancrer la prescription de droits fondamentaux dans la sensibilité. Des individus aux qualités et attributs profondément différents peuvent être des personnes dès lors que ce que l'on prend en compte, c'est le mal qui peut leur être fait, douleur, souffrance, angoisse. Ces dernières années, des tribunaux ont accordé à certains animaux, dont les dauphins, qui ne ressemblent pourtant pas aux humains, le statut de personne non humaine et de sujet de droit. Ce que nous savons des animaux ne nous invite-t-il pas à donner ce statut? Des éthologues, au vu du caractère fondamentalement individué des comportements animaux, utilisent volontiers la notion de personne animale. Que l'on se tourne vers la démarche fondatrice propre au droit naturel, fonder le droit sur la nature des choses, ou vers celle inverse, propre au positivisme juridique, c'est-à-dire le droit n'est rien d'autre que ce que l'on décide, la tâche du défenseur des droits des animaux est doublement justifiée. Car d'un côté, le droit positif reconnaît explicitement les critères qui fondent les droits, sensibilité, douleur, souffrance, angoisse, et de l'autre, il édicte des règles qui piétinent radicalement les intérêts des animaux, des règles qui sont en totale contradiction avec les définitions de l'animal qu'il a par ailleurs posées. Être sensible, ressentir la douleur, la souffrance et l'angoisse, et dans le même temps être implacablement soumis et de façon licite au pire des traitements, voilà qui ne saurait être trop longtemps toléré. Ranger les animaux du côté des personnes introduirait dans le droit une lisibilité autre que celle dictée, souvent, en tout cas concernant les animaux, par la puissance de l'argent et des lobbies d'une part, mais aussi par le sentiment que nous sommes dans notre bon droit en instituant massivement leur mise à mort d'autre part, comme si aucune autre relation que celle qui se termine dans le sang n'était envisageable entre eux et nous.